Transmettre des émotions, voilà le but premier de l'animation. Pour y parvenir, les méthodes sont nombreuses, mais l'une des priorités, c'est bien de réussir à créer chez le spectateur un attachement émotionnel envers les personnages. Si pour créer cette fameuse émotion, les visages des personnages jouent souvent un rôle important, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur une partie du visage. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, on va parler d'animation en mettant le focus sur toute cette partie-là, la bouche. Le terme de lip sync, qui signifie lip synchronization, concerne l'étape d'animation où on fait parler un personnage. Pour cette vidéo, on va étendre le sujet à l'animation de la bouche de manière générale. Et c'est marrant parce que quand je dis que je suis animateur 3D, la première question qui vient souvent c'est comment on fait pour faire parler les personnages, comment on anime leur bouche. Et je dis que c'est marrant parce que l'animation de la bouche c'est honnêtement l'une des dernières préoccupations de l'animateur 3D. Non pas que c'est pas important, attention, si la bouche d'un personnage est mal animée, on va le sentir direct. Mais c'est surtout que c'est une étape souvent répétitive et assez peu intéressante, sauf dans certains cas que l'on va aborder dans cette vidéo. Bon, d'abord reprenons les bases. Dans la 3D, comment on anime les bouches? Pour la bouche, comme pour toute autre partie d'un personnage, on a ce qu'on appelle des contrôleurs. C'est ces petites formes par-dessus le personnage qui servent à le manipuler comme une marionnette. Ces contrôleurs, ils ont été créés non pas par les animateurs, mais par les setupers. Le setup, c'est l'étape qui vient juste avant l'animation. Le rôle des setupers est de mettre en place autant de contrôleurs que nécessaire pour que ça soit pratique à l'animation. Quand on anime, on a donc des contrôleurs pour absolument tout ce qui est amené à bouger. Par exemple, on a un contrôleur pour la main, mais aussi pour chaque doigt, mais aussi pour chaque phalange. Et encore, si pour les besoins de la scène, il fallait par exemple faire fondre la peau du personnage, il faudrait encore ajouter d'autres contrôleurs pour venir tirer la peau sous les phalanges. Bon, et bien pour la bouche, vous l'avez compris, c'est pareil, on a tout plein de contrôleurs à notre disposition. En sachant que le visage c'est souvent le principal vecteur d'émotion, sur un personnage on a des fois plus de contrôleurs juste pour le visage que pour l'ensemble du reste du corps. Et pour aller encore plus loin, on peut observer que sur un visage, la partie qui est le plus amenée à bouger, c'est la bouche. Donc en termes de contrôleurs, vous vous doutez qu'on peut en trouver un certain nombre réservé uniquement à la bouche. L'idée c'est vraiment que n'importe quelle forme de bouche qu'on pourrait faire dans la vraie vie peut être reproduite dans le logiciel d'animation. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on fait parler un personnage, on doit venir tirer un par un les dizaines de contrôleurs de la bouche pour chaque phrase, pour chaque mot, pour chaque son? Évidemment, non. Ce qui va se passer en général dans la production d'un film d'animation, c'est qu'on a une étape préparatoire qui va faire gagner beaucoup de temps pour toute la suite de la production. L'idée, c'est que pour chaque personnage, un animateur va préparer une banque d'expressions remplie de formes de bouche permettant de faire à peu près tout. On va donc y retrouver les principales expressions comme la colère, la peur, la tristesse, la joie, et on va y trouver toute une collection de bouches prévues spécialement pour faire parler les personnages. On appelle ces bouches des phonèmes et en général une douzaine de phonèmes suffisent à produire tous les sons possibles. I, O, the. En sachant que la plupart du temps les comédiens de doublage s'enregistrent avant l'étape de l'animation, les animateurs vont devoir calquer les bonnes formes de bouche sur l'enregistrement des acteurs en suivant les sons qu'ils entendent à chaque frame. Ainsi, l'étape du lip sync se résume à j'entends un son et j'applique le phonème correspondant. Bien sûr, ces phonèmes ne sont en général qu'une base neutre qu'il faut ensuite retravailler selon l'expression du personnage dans la scène en question. Mais il n'est pas rare d'avoir des banques de phonèmes fournies au point qu'il y ait des déclinaisons pour chaque émotion. C'est-à-dire une collection de phonèmes souriants, une collection triste, des outils qui vont une fois de plus faire gagner beaucoup de temps aux animateurs qui n'auront plus qu'à retravailler légèrement leurs animations de bouche. Et avec ça, c'est bon, vous avez une idée claire de comment on fait parler les personnages dans la 3D. Et vous comprenez sûrement que c'est pas la partie la plus intéressante de l'animation. Mais il existe quand même plusieurs situations qui peuvent rendre cette étape un peu plus intéressante. Bon, jusqu'ici on a surtout parlé de synchronisation pure, mais dans certains cas la bouche d'un personnage renferme une richesse quasi infinie. Ça peut être une richesse comique dans des scènes telles que celle du paresseux de Zootopie. Ici, l'animateur va s'amuser à étaler sur une longue durée le changement d'expression tout en tirant vers la pose de bouche la plus extrême possible. Un autre cas intéressant, c'est celui des émotions dans Vice Versa. Avec ces personnages, les animateurs doivent réussir à trouver des variations de forme de bouche tout en restant fidèles à l'émotion concernée. Par exemple, pour Daegu, on observe que sa bouche ne reste presque jamais centrée sur son visage. Elle a toujours tendance à aller d'un côté ou de l'autre. Dans des scènes où l'implication émotionnelle se veut plus subtile, la bouche se révèle être l'un des principaux outils de l'animateur. Les détails tels que des hésitations, voire même des bégaiements sont des imperfections qui peuvent vraiment donner de la vie à un personnage de manière très crédible. En ayant à l'appui des vidéos références, les animateurs peuvent identifier un rythme bien précis qui donnera tout le naturel à leur animation. Because we believed in what it could be, but they crossed the line. C'est intéressant de regarder aussi du côté des personnages qui possèdent des bouches plutôt uniques. C'est par exemple le cas de Forky dans Toy Story 4 qui n'a qu'un simple boudin de pâte à modeler en guise de bouche.
Trash! L'animateur doit donc ruser pour trouver des formes simples qui suffiront à donner l'illusion d'une vraie bouche. C'est d'ailleurs un type de bouche qu'on retrouvait déjà sur T-Biscuit dans Shrek. Pour rester dans le même univers, le personnage de Pinocchio a lui aussi une bouche particulière puisque c'est une bouche articulée. L'animateur ne peut jouer que sur l'ouverture et on sent tout de suite qu'on manque un peu d'expressivité sur le visage de Pinocchio. C'est un peu le même effet qu'on retrouve avec les objets animés dans La Belle et la Bête. A woman! Là, on ne peut même plus vraiment parler de forme de bouche, mais ça reste intéressant de voir comment des rideaux ou n'importe quel élément peut être utilisé afin de simuler la parole. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y a finalement pas tant de personnages que ça avec une bouche vraiment unique. Donc si vous en voyez que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Un autre cas intéressant, c'est celui des animations en 12 images par seconde. Le standard des films d'animation étant à 25 images secondes, quand on a 2 fois moins d'images, il faut faire des choix dans ses phonèmes. Dans cette scène des mondes de Ralph, on observe bien le contraste entre Ralph qui a une animation de bouche bien fluide en 25 images secondes, et celle du petit personnage animé en 12 images par seconde qui lui a dû demander un choix de phonèmes bien plus sélectif. And when you do, come and talk to us. Les animateurs doivent dans ces cas-là identifier les sonorités qui ont besoin d'être appuyées et ils doivent chercher à contraster au maximum leurs différents phonèmes pour garder une certaine lisibilité malgré le nombre d'images réduit. Une autre contrainte qu'on peut avoir dans l'animation des bouches, c'est quand celles-ci sont en 2D, c'est-à-dire que la bouche n'est plus un objet 3D modifiable à volonté mais juste une forme plate collée sur la tête du personnage. Ce type de bouche ne fonctionne du coup que dans un certain angle de caméra et il faut donc s'adapter à chaque fois que le personnage tourne la tête. On le voit bien dans cette scène de la série Mumphy sur laquelle j'ai pu animer, la bouche change littéralement de place. On avait dans mon souvenir 5 panels de phonèmes différents allant de la gauche à la droite de la tête en passant par des bouches 3/4 et des bouches de face. Et tant qu'on parle des bouches en 3D, il faut bien distinguer le process que je viens d'expliquer avec celui de la motion capture. Puisque dans les films qui utilisent de la motion capture, le rôle des animateurs est bien réduit. Il n'est plus vraiment question de phonèmes vu qu'on va entièrement récupérer les mouvements de bouche captés directement sur les acteurs. Les animateurs viendront après coup améliorer la fluidité des mouvements, mais ça n'est finalement pas eux qui auront vraiment animé la bouche. Pour finir, on peut se tourner vers l'avenir et se demander si l'étape du lip sync n'est pas amenée à évoluer drastiquement. Vous avez sûrement déjà vu passer toutes sortes d'intelligences artificielles capables de reproduire le visage, la voix et la façon de parler de personnalités connues. Eh bien la 3D n'y échappe pas, on voit apparaître des IA de plus en plus précises permettant d'automatiser la phase du lip sync. Quand on y pense, c'est pas vraiment étonnant, un texte c'est juste une suite de sons et si l'IA est capable d'associer un son à une forme de bouche, elle sera évidemment capable de faire parler un personnage. Mais on l'a vu, la vraie richesse n'est pas dans la synchronisation labiale pure et dure. Si cette étape pourrait venir à disparaître, les animateurs devront toujours ajouter leur grain de folie et leur singularité pour garder une animation de bouche créative. Le contraste entre les formes, le rythme, le positionnement sont tant de paramètres qui nécessitent d'être maniés avec une certaine sensibilité. Dès lors qu'on s'éloigne du réalisme des prods en motion capture, l'esthétique d'une animation de bouche devient une question de subjectivité. Il n'y a donc pas qu'une seule bonne manière de faire, ce qui laisse un potentiel toujours large s'il n'est pas infini. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai vraiment essayé de vulgariser le sujet pour le rendre le moins technique et le plus accessible possible. Normalement vous avez maintenant une bonne idée de comment on fait parler les personnages dans les films d'animation, et d'ailleurs si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo, sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.